Alors aujourd'hui, on a la chance d'être dans les beaux bureaux rénovés de l'AQDR de l'Assomption. Alors bonjour Maëlle, comment ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, je sais que ça fait pas trop longtemps que tu as terminé ta technique en travail social du Cégep Marie-Victorin. Oui, exactement. J'ai terminé en mars 2020. Donc, une petite nouvelle dans le réseau. Oui, exactement. Et je vais te poser une question tout à fait classique. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller faire ce cours-là au Cégep? Je pense que ça va être une réponse un peu cliché, mais comme un peu toutes les travailleuses sociales de ce monde, c'était vraiment pour aider autrui. Puis je sais que quand j'étais au secondaire, je regardais beaucoup de documentaires là, sur la DPJ, la protection de la jeunesse, puis je savais que c'était un sujet qui me touchait, puis que j'avais goût de travailler avec ce genre de clientèle-là. Fait que c'est sûr que moi, ça a été la porte d'entrée, ça a été le travail social là, pour me rendre à la protection de la jeunesse parce que je savais qu'il y avait beaucoup de travailleurs sociaux qui étaient en protection de la jeunesse, justement. Fait que ce que je comprends, c'est que tu savais déjà d'avance que d'aller dans ce milieu-là, ça te rapprocherait de ta clientèle que tu désirais travailler avec. Oui, exactement. Puis je l'ai pas regretté. À 17 ans, je suis rentrée tête baissée dans cette technique-là. Je savais pas où je m'en allais. Puis je me suis dit, écoute, je vais l'essayer. Puis j'ai eu un coup de cœur pour cette technique-là, pour ce métier-là. Puis depuis, j'ai jamais sorti de cette technique-là. Puis je suis restée fixée à mon but, puis je l'ai atteint finalement. Puis en sortant de l'école, t'es allé travailler pour quel endroit? J'ai commencé par le soutien à domicile au CLSC pour les personnes âgées. Dans le fond, le principal de notre fonction là, au CLSC, c'est vraiment d'accompagner les personnes âgées, soit dans la gestion de leurs services. Fait qu'on peut leur donner des services avec des auxiliaires, avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. Ils peuvent avoir des services de ménage. Fait que c'est toute la gestion de ces services-là là, à ce moment-là qu'on fait auprès des personnes âgées. Donc, je pense que tu vas être la bonne personne, pour faire notre petit jeu aujourd'hui. Donc, si tu es d'accord, je vais te donner une mise en situation, puis je pigerai des questions, puis on y va ensuite ensemble. Je suis prête. Parfait. Donc, la mise en situation de la QDR, en fait, elle est très simple. Nous, on se met à la place d'une personne aînée qui habite à la maison. Puis, ce qu'on se demande, c'est quels sont tous les choix qui s'offrent à elle après avoir fait une chute qui amène une hospitalisation. OK, parfait. Donc, on va commencer avec la première question. Qui doit faire le suivi pour cette personne et pour combien de temps il va y avoir un suivi de fait? Dans le fond, ça peut être plusieurs professionnels là, qui peuvent faire le suivi. Ça peut être, dans le fond, qu'on appelle la personne qui est une principale au suivi, une personne qui est un intervenant pivot. Fait que ça peut être une ergothérapeute, ça peut être une physiothérapeute, ça peut être une infirmière auxiliaire, ça peut être une technicienne en travail social qui va faire tous ces suivis-là. Puis, dans le fond, là, le suivi s'arrête quand une personne est hébergée soit en CHSLD ou dans le fond, malheureusement, décède. Ou sinon, nous, on fait le continuum de service si la personne est placée en résidence privée. Fait que si elle part de son domicile pour se rendre dans une résidence privée, on continue le suivi là, à ce moment-là. OK. Puis si jamais, après l'hospitalisation, elle retourne à la maison, est-ce que la personne va la suivre à la maison aussi? Oui, exactement. Nous, on va faire, dans le fond, là, tout ce qui est la gestion des services à la maison. Fait que ça se peut qu'après l'hospitalisation, on évalue les besoins de la personne, puis on remarque qu'on doit augmenter les services là, qui lui sont attribués. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'augmenter les services, faire la gestion des services, voir si elle a besoin d'aide pour tout ce qui est réhabilitation, si elle s'est brisé la hanche, est-ce qu'elle a besoin d'équipement. On fait toute cette gestion-là à ce moment-là quand une personne retourne à la maison puis est hospitalisée. Mais des fois, ça peut arriver que l'hospitalisation, on détermine qu'un retour à la maison n'est pas possible. Fait qu'à ce moment-là, c'est qu'on essaie de diriger la personne vers un CHSLD ou une résidence privée qui peut répondre à ses besoins à ce moment-là. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que la personne, elle n'est pas laissée non plus seule à elle-même. Peu importe c'est qui les intervenants qui l'attendent à l'hôpital, elle va être prise en charge par n'importe qui vont vérifier tous ses besoins dans toutes les sphères. Exactement. Exactement. Fait que dans le fond, cette tâche-là, c'est principalement la personne intervenante pivot qui va faire tous ces suivis-là puis va ajuster tous les services que la personne a besoin là, à son retour à domicile. C'est sûr qu'elle n'est pas laissée à elle-même. OK. Puis chaque hôpital a son intervenant qui est pivot.
Ben, dans le fond, c'est le CLSC. Nous, on s'est affilié Ok. avec, dans le fond, le CH, l'hôpital qui héberge cette personne-là. Puis, dans le fond, eux, ils ont une agente de liaison, une intervenante qui va faire le pont avec nous, le CLSC, pour nous dire, pour nous demander des questions au niveau de son autonomie. Est-ce qu'il y a un retour possible à la maison? Puis, par la suite, nous, on va statuer, là, à ce moment-là, s'il y a un retour possible ou non. Ah, ok. Parfait. Ça répond bien à la première question. On continue. Donc, la suivante, c'est au niveau du placement dans l'alternative d'un hébergement en CHSLD. Est-ce qu'il y a un aide psychologique qui peut être considéré pour les personnes aînées qui vivent ce chamboulement-là? C'est sûr qu'en premier lieu, et s'il y a une intervenante pivot, ben, il n'y a pas de travailleuse sociale au dossier. À ce moment-là, la personne va faire une demande pour une travailleuse sociale. Puis nous, on va travailler avec la famille pour travailler un peu les résistances, les accompagner dans ce cheminement-là, parce que ça peut être quelque chose de quand même très difficile pour la famille, là, de placer leurs parents en CHSLD. Oui. Mais c'est de vraiment les soutenir dans ce processus-là, leur expliquer de A à Z pour qu'ils comprennent tout ce que ça comporte. Puis par la suite, là, on se dirige vers l'hébergement. Mais dès qu'ils sont dirigés vers l'hébergement, on les réfère à la travailleuse sociale qui est directement là-bas. OK. Donc, en hébergement, est-ce que la travailleuse sociale, par exemple, pourrait faire une demande d'aide psychologique pour un résident qui arrive et qui se sent pas bien, dans le fond, dans sa nouvelle vie? Oui, tout à fait. Mais dans le fond, il y a une travailleuse sociale qui peut faire le suivi avec la famille pour leur offrir du soutien ou peut référer vers une ressource externe. OK. Parfait. On continue. La prochaine. Dans le fond, si la personne, elle est seule puis elle est inapte à prendre ses décisions, qu'est-ce qui va lui arriver? Où est-ce qu'elle va être orientée si elle n'est pas capable d'exprimer ses besoins? À ce moment-là, si je réponds au meilleur de mes connaissances, il y a une travailleuse sociale qui va être attribuée au dossier pour vérifier s'il y a une possibilité de mettre une curatelle publique, si je me trompe pas, afin que toutes les droits, je peux dire, les biens de cette personne-là, puis son bien-être soit attribué à une travailleuse sociale qui pourra, là, à ce moment-là, déterminer les décisions pour cette personne-là, étant donné que cette personne-là est plus apte à répondre à ses propres besoins, puis nommer ce qu'elle a besoin, là, étant donné son inaptitude. Okay. Donc, ça va être la curatelle, si je comprends, qui va prendre ça sur ses épaules, s'assurer que la personne manque pas de vêtements, manque pas de savon, qu'elle aille, par exemple, je sais pas, une radio, quelque chose dans sa chambre. Oui, ben dans le fond, c'est plus au niveau tout ce qui est décision quand même importante pour la personne. Oui, ça va être la curatelle qui va décider ça à ce moment-là, là, qui va prendre un peu en charge cette personne-là, étant donné qu'elle n'a pas de réseau, puis que c'est ça, elle est inapte à prendre des décisions pour elle-même. Parfait. Puis, dans les cas où quelqu'un est inapte à prendre une décision pour elle-même, puis qu'elle est hospitalisée, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle retourne à la maison non plus. C'est sûr que si la personne était seule puis elle est inapte à prendre des décisions pour elle-même, c'est sûr que nous, on va la prendre en charge. Il y a une travailleuse sociale qui va tout faire le pont avec la curatelle et tout ça pour s'assurer là, qu'il y a un mandat comme de protection là, qui est établi pour cette personne-là, étant donné qu'elle est plus apte à s'occuper d'elle-même. Pour être sûr que la personne reste pas non plus dans le besoin. Exactement. Super. Prochaine question. Outre la situation vécue d'une personne aînée, qui s'assure de sa sécurité, de tout ce qui est psychologique, matériel, financière? Est-ce que c'est la TS qui fait ça? Si y a la famille, nous, c'est ça qu'on fait toujours le pont avec la famille. Fait que si la famille est présente auprès de cette personne-là, nous, on va dire les services qu'elle peut avoir, on va la soutenir dans certaines de ses démarches, mais la plupart du temps, c'est beaucoup la famille qui doit faire les démarches pour l'aîné là, à ce moment-là. OK. Puis la famille, comment est-ce qu'ils peuvent faire les démarches? Est-ce que ça va être avec justement l'aide de la travailleuse sociale ou ils peuvent plutôt juste aller voir les infirmières? Ben dans le fond, si on parle de tout ce qui est besoin psychologique, c'est ça que nous, on peut faire des références, mais nous, on n'offre pas du soutien, là, comment je pourrais dire ça, des suivis là, très rapprochés pour un soutien émotif. Nous, on est plus dans l'accompagnement avec les proches aidants. C'est sûr qu'on peut leur offrir des services du CLSC, mais à ce moment-là, s'ils veulent du soutien émotif et tout ça, on les réfère à des organismes qui peuvent les aider. OK. Puis si jamais on est dans une situation où le besoin est financier,
puis je sais pas, qu'on se rend compte que la famille est peut-être problématique pour la personne, est-ce que ça va être pris en considération? Est-ce qu'on va aller au-devant de ça? C'est sûr que si on soupçonne des abus financiers de la part de la famille, il y a un travail social qui va intervenir afin de mettre un mandat de protection là, sur cette personne-là, afin que ses biens soient préservés puis qu'il n'y ait pas de risque d'abus là, avec cette personne-là. OK, ça c'est vraiment intéressant et important de savoir ça. La question suivante. Alors, qu'est-il offert à une personne qui doit retourner à domicile? Dans le fond, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le fait qu'elle habite seule, mettons qu'elle n'a pas de nourriture dans le frigo, est-ce que tout ça c'est pris en considération? Est-ce qu'on vérifie ça avant de renvoyer la personne chez elle? C'est sûr que si on est dans un contexte que la famille est présente dans le décor, s'il manque de nourriture, c'est sûr que c'est de les interpeller. Écoutez, nous, il y a une infirmière qui est passée à domicile, elle a donné des soins, mais elle a remarqué qu'il y a pas de nourriture dans le domicile. À ce moment-là, c'est vraiment de faire l'intervention auprès de la famille, mais nous, c'est sûr qu'on peut pas aller à l'épicerie pour cette personne-là puis lui mettre de la nourriture dans son frigo. Fait que nous, à ce moment-là, si je peux vous faire un topo des services qu'on offre, on peut... demander que la personne se fasse habiller le matin, qu'elle ait une routine, qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour sa routine du lever, du coucher, qui l'aide à s'alimenter, qui l'aide à se laver, tout ce qui est pour soins d'hygiène, tout ce qui est pour les changements de culottes d'incontinence et tout ça. Nous, on peut offrir ce genre de service-là. Parfait. Puis, est-ce que les services d'un ergothérapeute viennent avec le fait que la personne retourne à la maison? Je veux dire, l'ergothérapeute, elle doit sûrement vérifier si l'environnement elle est propice à la personne. Oui, exactement. Mais dans le fond, l'ergothérapeute, elle peut venir sécuriser le domicile, être sûre que la personne, là, le risque de chute soit diminué à la maison, soit en mettant des équipements là, à la salle de bain ou en mettant des rampes ou des choses comme ça pour s'assurer que la personne elle est dans un environnement sécuritaire. On peut aussi faire des prêts d'équipements, tout ce qui est au niveau de marchettes, cannes et tout ça, qui peut aider la personne au niveau de sa mobilité là, à ce moment-là. Des prêts d'équipement, est-ce que ça inclut de donner un montant pour avoir cet équipement-là? Non, il faut juste qu'il y ait une demande, dans le fond, qui soit faite par une ergothérapeute ou une physiothérapeute pour cet équipement-là. Puis à ce moment-là, nous, on peut lui prêter pour une durée indéterminée, là, si on peut dire ça comme ça. Puis dans le fond, c'est de juste s'assurer que si la personne est hébergée en CHSLD ou est décédée, bien, que la famille s'assure de remettre l'équipement au CLSC par la suite. Okay. Ah, c'est bien, ça peut donner des bons coups de main aux gens qui ont un petit peu moins de sous. Effectivement. Merci. On y va avec une prochaine. Alors, que se passe-t-il de la chute jusqu'au congé médical? Dans le fond, en premier lieu, c'est ça que nous, on a toujours l'information quand la personne est hospitalisée. Avant ça, on n'a pas d'informations là-dessus. Fait que, dans le fond, là, la plupart du temps, c'est l'agent de liaison, la TS de liaison de l'hôpital qui nous appelle et qui nous dit « Écoute, Madame Tremblay, elle s'est cassée la hanche. Puis là, on ne sait pas si un retour à la maison est possible. » Fait que là, on attend toujours que la personne elle soit stable médicalement. Fait que le médecin a statué « Écoutez, là, elle a son congé d'hôpital, elle peut sortir. » Au moment qu'elle a son congé d'hôpital, nous, par la suite, on doit statuer. Est-ce qu'elle retourne à la maison? Est-ce que ça serait mieux de l'envoyer dans un CHSLD? Puis ça dépend souvent du profil d'autonomie. Si je peux vous donner un résumé, on a des profils de 1 à 14. 1, c'est une personne comme toi et moi. Et 14, c'est une personne qui n'a plus de fonction, au niveau de ses fonctions cognitives et mobiles, c'est quasiment... pas à zéro, là, mais c'est une personne qui est très, très, très dépendante d'autrui, là, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'est sûr qu'une personne qui est dans un profil entre 10 et 14, d'habitude, c'est une personne qui a un profil CHSLD. Fait que c'est sûr que une personne qui est entre un profil de 10 et 14, un retour à la maison, la plupart du temps, c'est dangereux pour son intégrité puis sa santé physique, parce que c'est sûr que le risque de chute augmente, le fait que peut-être qu'elle manque de surveillance ou elle est présentement, même si elle sort d'une résidence privée. Fait que c'est sûr que nous, on regarde tous ces éléments-là, puis par la suite, on statue. Est-ce qu'il y a un retour ou non à la maison? Si on statue que non, puis qu'on doit l'héberger en CHSLD, nous, on doit faire une évaluation à partir de l'hôpital. Fait que c'est de refaire l'évaluation pour recalculer le profil d'autonomie de la personne. Puis par la suite, c'est d'envoyer beaucoup de documents. Fait que l'autorisation du chef.
ton chef de service, fait que de ton gestionnaire. Par la suite, si je me trompe pas, il y a l'autorisation de la famille là, qui nous donne l'autorisation de procéder aux démarches pour l'hébergement. Puis par la suite, là, c'est le mécanisme d'accès d'hébergement, ça s'appelle, qui est pas un organisme, là, mais qui est affilié avec nous, qui s'occupe justement des demandes d'hébergement seulement, qui va statuer où la personne se retrouve. Malheureusement, qu'est-ce qui est dommage là, dans ce système-là, c'est que la personne peut se retrouver un peu partout dans le territoire avant de transiter vers son milieu d'hébergement permanent. Fait qu'on demande toujours à la famille de faire un choix. Okay. Mais cette personne-là peut se retrouver pendant une durée de 1 an, 6 mois dans un autre hébergement là, qui est peut-être pas proche de la famille, qui peut être un peu partout dans le territoire où le CLSC est desservi, qui par la suite va se diriger vers son milieu permanent jusqu'à la fin de sa vie. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un hébergement transitoire. Oui, c'est ça, exactement. Fait que quand la personne, on a statué que il n'y avait pas de retour à la maison qui était possible, à ce moment-là, ben, c'est de vraiment statuer où elle peut être en aller, mais ils vont demander un milieu de transport, ça c'est sûr et certain. OK, ça va avec un petit peu. Ça répond bien à la question. Question suivante. Ah ben, justement, dans ces moments-là, est-ce que la famille, elle est consultée? Oui, c'est ça. Dans le fond, la famille, leur rôle à ce moment-là, c'est de déterminer le milieu d'hébergement où ils souhaitent que la personne soit admise de manière permanente. C'est sûr que, écoutez, c'est sûr qu'on doit quand même sensibiliser la famille. Écoutez, je sais que c'est très difficile ce processus-là avec vous, mais vous savez, il y a un milieu transitoire, là. C'est sûr que moi, je leur dis tout le temps, écoutez, on peut essayer de déterminer un milieu transitoire, mais c'est selon les places disponibles. Parce qu'on sait, on est en manque de services, on est en manque de places dans les CHSLD. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile d'obtenir des places très rapidement, là. Fait que c'est sûr, c'est d'accompagner aussi la famille là-dedans puis de leur faire comprendre que malheureusement, c'est un peu comment le système il fonctionne pour l'instant, là. C'est sûr que ça peut être difficile pour des familles d'accepter ça, mais on les accompagne là, tout le long du processus jusqu'à temps qu'ils soient hébergés. OK. Parfait. Donc, je comprends aussi que c'est quelque chose qui doit déranger les familles, mais dans une situation comme on connaît aujourd'hui dans le système de la santé, c'est pas quelque chose que vous avez vraiment vous avez pas de pouvoir là-dessus. Non, c'est ça. On n'a pas vraiment de contrôle. La plupart des familles pensent souvent qu'on on a un pouvoir décisionnel, mais en fait, pas du tout, là. OK, ça, c'est très intéressant de le savoir aussi. Je pense que ça peut faire en sorte que les gens sont peut-être moins en colère contre la travailleuse sociale. Exactement, oui. Parfait. Donc, ma prochaine question, qui est en envers. Dans le cas d'hébergement, quelles sont les options d'intervention du TTS? Donc, ça, c'est vraiment le technicien en travail social. Ben, dans le fond, nous, on fait toute la démarche d'hébergement de A à Z. OK. Fait que tu sois une technicienne en travail social ou une travailleuse sociale, nous, on fait vraiment tout le processus d'hébergement, puis on est les seuls professionnels un peu là, qui font ça là, au niveau du à domicile, si je me trompe pas. Peut-être que j'ai tort. Mais dans le fond, c'est ça, c'est de vraiment faire toutes les démarches que j'ai expliquées un peu plus tôt, puis de vraiment accompagner la famille dans le processus. Puis si la personne, là... est apte à comprendre aussi ce processus-là, bien à ce moment-là, on va lui expliquer aussi, là. Vous avez vraiment un grand rôle d'accompagnateur, là, si je comprends bien. Oui, exactement. Parfait. Le petit pot de questions est presque vide. Justement, dans le fond, quand il s'agit d'un placement, est-ce qu'il y a une limite de territoire au niveau du gouvernement? Est-ce qu'ils peuvent envoyer... Je sais que, mettons, envoyer quelqu'un de Repentigny à Montréal, c'est plus difficile. Mais à Montréal, est-ce que pour envoyer quelqu'un, par exemple, qui a habité dans l'Est toute sa vie, à Laval? Ben dans le fond, c'est sûr que toutes les CLSC desservent un territoire. C'est sûr qu'il y a des territoires qui sont beaucoup plus gros que d'autres. Si je prends comme par exemple, moi où je travaillais à Joliette. Fait qu'on dessert tout le territoire de la Nodière. Fait que dans le fond, c'est sûr que des fois, là, ça arrive que les familles soient envoyées, je sais pas... si je peux donner un exemple, dans le coin de Lanoraie, mais ils habitent à Joliette. Des fois, là, ils peuvent envoyer, mais ils n'enverront pas à 4 heures de route. Là. C'est sûr et c'est impossible. Mais c'est sûr je sais qu'il y a des CHSLD que la famille peut refuser étant donné que c'est très, très loin là,
du secteur desservi, là, fait que, dans le fond, des fois, la famille peut refuser là, certains hébergements parce que c'est trop loin, justement, mais d'habitude, on y va vraiment avec le territoire, là, malheureusement, qu'on dessert. Fait qu'il n'y a pas de limite de territoire au niveau du gouvernement, mais quand même, les gens, ils ont un droit de parole. Exactement. Super. Une autre question. Qu'est-ce qu'un placement d'urgence? Dans quelles circonstances il peut survenir? Un placement d'urgence, je te dirais que ça arrive souvent quand une personne est hospitalisée, justement. Fait que du moment qu'on statue, écoute, la madame, elle a une fracture de la hanche, elle peut pas retourner à la maison, nous, on va procéder à un placement d'urgence à ce moment-là. OK. Donc, c'est vraiment dans un cas où est-ce que la personne, elle ne peut plus s'occuper d'elle-même ou que les proches aidants sont plus capables de s'occuper d'elle non plus, dans le fond. Ça lui prend plus de soins. Exactement. Du moment qu'on statue qu'au niveau de ses fonctions cognitives ou de ses fonctions motrices, il y a des grandes incapacités, à ce moment-là, nous, on va statuer qu'un retour à la maison, là, c'est porte atteinte à son intégrité puis à sa santé physique, puis que les risques là, de chute ou d'autres risques sont élevés. Là, à ce moment-là, on statue qu'il n'y a pas de retour possible à la maison. Donc, l'intégrité de la personne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Là. C'est important. Oui, tout à fait. Tout à fait. Important qu'elle soit bien entourée aussi pour que ses besoins soient comblés. Oui, c'est sûr qu'on va le plus possible ne pas mettre la sécurité de la personne en danger. Là. C'est ça qu'on essaie le plus. C'est sûr que nous, notre but premier, c'est le maintien à domicile, mais du moment que la personne n'est plus en sécurité et a besoin d'une surveillance plus accrue et constante et a besoin de plus de services, à ce moment-là, c'est sûr qu'on s'en va vers un hébergement public. Là. Parfait. J'en pige un autre. Alors, si la personne aînée, elle n'aime pas son milieu de vie, elle ne l'aime pas le CHSLD dans lequel elle est placée, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Est-ce qu'elle peut le dire? Est-ce qu'elle va être changée d'endroit? C'est sûr que je parle en général. La plupart du temps, des personnes qui sont en CHSLD, la plupart du temps ne sont plus aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes. Parce que c'est soit qu'ils ont des atteintes quand même importantes, là. On peut dire que c'est pas mal les deux. Là. Au niveau cognitif, c'est très difficile. Fait que la personne elle peut être atteinte d'Alzheimer, fait qu'elle est plus vraiment consciente de ce qui se passe autour d'elle, ne reconnaît plus les personnes familières. Puis au niveau moteur aussi, ça peut être difficile. La personne n'est plus capable de marcher. Il faut qu'elle soit poussée par autrui dans un fauteuil roulant. Fait que la plupart du temps, c'est sûr que les personnes qui sont en CHSLD, la plupart du temps, ne sont pas aptes là, à décider si ils n'ont pas de conscience vraiment que leur milieu ils sont pas bien ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que si la personne est dans une résidence privée, c'est une toute autre chose. Là. Mais à ce moment-là, si l'aîné est dans une résidence privée et dit ne plus vouloir vivre là, à ce moment-là, c'est vraiment à la famille de faire les démarches afin de lui trouver une nouvelle résidence privée. OK. Mon petit pot de questions. Et je te demande, quand une personne sort de l'hôpital, par exemple, qu'elle retourne à la maison, est-ce qu'on lui offre des ressources? Oui, on peut lui offrir, si on va dire que la personne a discuté avec son ménage, nous, on a un organisme qui est affilié avec nous qui s'appelle la coop, justement, la coopérative de la solidarité de Joliette, que nous, on peut faire des demandes là, pour que la personne ait des services de ménage, qu'il y ait quelqu'un qui peut venir faire ses courses, il y a quelqu'un qui peut venir faire sa lessive ou des choses comme ça. Puis nous aussi, on peut offrir, comme je disais un peu plus tôt, là, tout ce qui est service pour la routine du matin, tout ce qui est pour les soins d'hygiène. Fait que si la personne elle a eu une blessure, puis maintenant elle est plus capable de se laver par elle-même, elle peut avoir des services pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire son soin d'hygiène une fois par semaine ou qu'il y ait quelqu'un qui vient à chaque jour là, s'assurer que sa culotte est changée, que tout est beau au niveau de son hygiène et tout ça. Peut venir l'aider à manger aussi le matin et le soir. La prise de médication aussi, c'est un service qu'on offre pour une personne qui oublie tout le temps de prendre ses médicaments puis qui n'a pas une routine établie là, au niveau de sa médication. Nous, on peut venir s'assurer que la personne l'ait pris, que soit on lui administre directement. C'est sûr que ça, c'est un acte réservé là, que les infirmières ils peuvent faire. Ou sinon, de juste lui distribuer puis s'assurer qu'elle a vraiment pris sa médication à une bonne heure de la journée puis que ça soit fait de manière assidue là, durant toute la semaine. Oh, c'est vraiment super.
Une autre petite question. La suivante, c'est comment la TTS, donc la technicienne en travail social, peut aider la personne aînée vraiment concrètement. Donc, c'est quoi le rôle de la TTS concret avec la personne âgée? Ben, c'est sûr que si la personne a des demandes particulières, nous, on lui donne tout le temps notre numéro afin que si elle a des choses qu'elle veut nous mentionner, que c'est sûr que nous, étant donné qu'on a des quand même grosses charges de cas, on peut pas s'assurer de s'asseoir avec la personne puis de faire un suivi au niveau émotif ou quoi que ce soit. C'est sûr que nous, on est plus dans la gestion de service. Fait que si elle a besoin de services par rapport, je sais pas, elle dit que elle a discuté à marcher maintenant puis qu'elle veut une marchette, ben nous, on va faire toutes les démarches par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on n'offre pas un suivi là, très assidu, comme une fois par 2 jours là, qu'on va rendre visite à la personne. C'est sûr que c'est selon les besoins là, que la personne présente, mais on est très, très, très disponible là, pour toutes les demandes que la personne a envers nous, en fait. Là. Puis c'est sûr qu'on est une personne ressource aussi, là, si la personne n'a pas de famille ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'on invite tout le temps à nous appeler là, si jamais elle a des questionnements, si elle a besoin de services par rapport à quelque chose en particulier, ou les proches aidants aussi nous appellent, c'est souvent les proches aidants qui nous appellent là, dans des cas comme ça, des fois on a des aidants qui nous appellent pour nous dire qu'ils sont épuisés, que c'est plus difficile à la maison, puis nous on offre aussi des services de répit, là, fait que il y a une personne qui peut se présenter à domicile, puis ça aussi, les heures qui vont lui être attribuées dépendent aussi du profil d'autonomie. Fait que pour une personne qui a un profil quand même élevé, elle peut avoir jusqu'à 15 heures par semaine de répit. Fait qu'il y a quelqu'un qui peut venir s'assurer que, ben, juste tenir compagnie à la personne, la stimuler cognitivement. Puis pendant ce temps-là, la personne, la prochaine aidante, elle peut faire ses commissions, aller prendre une marche, vaquer à des occupations, là, des loisirs, des choses comme ça, juste pour lui donner le temps de souffler. Okay. Donc, vous êtes vraiment là pour répondre aux besoins de la personne et la personne peut toujours entrer en contact avec vous. C'est aussi à elle de le faire, je pense. Là. Exactement. OK, parfait. Une autre petite question. Ben dans le fond, je pense que tu as un petit peu répondu à cette question-là. Moi, je me demandais comment ça fonctionne, l'aide à domicile. Fait que là, je comprends que vous offrez vraiment plusieurs services, puis que chaque service qui est offert, selon le nombre d'heures, va avec le tableau d'autonomie. Comment ça s'appelait? Le profil d'autonomie De la personne, oui, exactement. OK. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être qu'on aurait oublié, tu penses? Ben, je pense que ça a quand même fait le tour des services, de l'accompagnement qu'on peut offrir à ces personnes-là. Comme je dis, c'est ça, on offre des services autant à la famille qu'à la personne en tant que telle. Fait que je pense que tu avais pas mal fait le tour là, des services que nous, on peut offrir à ce moment-là. Et l'aide, elle est offerte seulement aux proches aidants ou à toute la famille, globalement? Ben, c'est principalement aux proches aidants, mais c'est sûr que la personne, s'il y a d'autres personnes extérieures qui souhaitent avoir de l'information ou avoir des références ou parler d'une situation qui a été vécue par cette personne-là ou par la personne qu'elle accompagne ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'elle peut communiquer avec nous là, sans problème. Là. Nous, on est ouvert à parler à tous les membres de la famille. C'est juste que c'est sûr qu'il y a une personne qui est plus impliquée là, que d'autres. Que les autres. OK. Exactement. Donc, j'aurais bien aimé te faire piger une question, mais dû au contexte de la pandémie, je vais toutes les piger et les lire. Donc, celle-là aussi, je pense qu'on y a bien répondu tantôt. Dans le fond, je me demandais si on se tenait compte du choix de la localité de la personne. Par exemple, si elle a vécu toute sa vie à Repentigny, est-ce qu'on va la laisser à Repentigny? Là, comme tu as pu nous dire, dans le fond, c'est plutôt au niveau du gouvernement, vu qu'il y a des manques, on place la personne où on peut. Mais si je comprends bien, on essaie toujours de garder ses choix. Puis la personne ou la famille, dans le fond, elle a toujours le droit de dire non et de refuser l'endroit. C'est bien ça? Exactement. C'est ça, dans le fond, là, que nous, on priorise tout le temps le choix de la famille en premier lieu. Fait que c'est dès que il y a un lit qui se libère, là, qu'à ce moment-là, cette personne-là pourra se diriger vers son milieu permanent. Parfait. Un autre, mon avant-dernière. Qui décide quoi pour la personne? Dans le fond, dès que quelqu'un ne peut pas décider pour elle-même, admettons qu'elle n'a pas de famille, donc pas de proche aidant, c'est qui va tout décider? Est-ce que c'est encore la curatelle ou le travailleur social a un petit peu son rôle là-dedans?
Ben, c'est sûr que le travailleur social, ils peuvent toujours faire de l'accompagnement, mais tout ce qui est pour toutes les formes légales, à ce moment-là, il faut vraiment se référer à la curatelle, là. Mais c'est sûr que la travailleuse sociale travaille toujours en collaboration, là, j'imagine, avec les deux parties, ben, en deux parties, là, en collaboration avec la curatelle. Fait que c'est sûr que nous, on a toujours de l'accompagnement à ces personnes-là, mais c'est sûr que la curatelle englobe une grosse partie là, de toutes les ce qui est forme légale. OK. Ça pourrait être intéressant de faire une capsule juste sur la curatelle. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Et donc, la dernière et non la moindre question. Comment est décidé le nombre d'heures qui est offert pour les services à domicile? C'est encore une fois avec le profil d'autonomie, dans le fond. Fait que selon le profil d'autonomie de la personne, on va pouvoir déterminer le nombre d'heures là, qui va pouvoir lui être attribué à ce moment-là. Mais c'est bien parfait. Donc, je pense que c'est ce qui conclut notre petite entrevue informative. Puis, je tenais vraiment à te remercier, Maëlle, pour t'être déplacée dans les bureaux de la QDR et pour avoir partagé avec nous toutes tes connaissances. Donc, j'espère qu'après le visionnement de la capsule, certaines personnes aînées vont pouvoir avoir réponse à leurs questions. Puis que, surtout, dans le fond, que personne se gêne pour aller chercher les ressources, puis justement appeler les travailleurs sociaux pour leur poser les questions et avoir réponse à tous leurs questionnements. Ben, merci à toi de m'avoir reçu, puis ça a été un plaisir. Merci beaucoup.